difficile d'anticiper actuellement les patients qui vont développer des formes graves en comparaison aux patients qui vont développer des formes moins graves, qui ne nécessiteraient pas, par exemple, d'être hospitalisés, et ceux qui, en hospitalisation, vont se dégrader. L'impact sur l'enfant, les enfants sont relativement peu touchés, avec des formes symptomatiques peu importantes. Je reprends mes. Est-ce que la personne. La maladie est-elle immunisante? Voilà. Alors, ça, c'est une question extrêmement importante. La maladie n'est a priori. Et notamment la chloroquine et l'hydroxychloroquine, qui sont des médicaments qu'on utilise dans le paludisme. Alors là, on tombe sur, d'accord, très bien, on utilise ces médicaments-là, on va faire des essais cliniques avec ces médicaments-là, mais comme nous ne sommes pas dans l'indication initiale, il ne faut absolument pas niveler tout l'aspect réglementaire des essais. Et c'est pour ça qu'on a été extrêmement exigeant par exemple pour l'essai Discovery que je pilote. On a été extrêmement exigeant sur la réglementation, c'est-à-dire le comité de protection des personnes pour avoir tous les feux verts pour mener ces essais. Et bien sûr, l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Actuellement, cet essai, par exemple, a inclus pas loin de 700 patients, avec un objectif qui est au moins de 800 patients. Et cet essai est également un essai européen et international. Et donc, on va avoir des résultats qui seront certainement intéressants. En revanche, le corollaire à ça, c'est que si on utilise des médicaments qui ne sont pas directement designés, conçus pour le virus, il y a fort à parier que ces molécules-là, que ces médicaments-là ne soient pas les médicaments miracles. L'autre point que je tiens à souligner, c'est qu'effectivement, quand je vous ai expliqué tout à l'heure que certains patients avaient des critères de gravité, on peut aussi utiliser des médicaments qui diminuent l'inflammation liée à ce virus. Alors donc, la mobilisation, elle est absolument mondiale sur la recherche en matière de coronavirus. C'est pour ça que ça va aussi vite. Et c'est vrai qu'en France, si on regarde la cartographie un peu de tous les essais en cours, on voit bien que c'est réparti très harmonieusement sur tout le territoire et que tout le monde s'est retroussé les manches et que par conséquent, la recherche active contre le coronavirus est extrêmement vivace en France. Dernière diapositive sur laquelle je voudrais attirer votre attention, ça c'est une notion extrêmement importante. On a parlé tout à l'heure de la recherche quasiment en première ligne, en première intention, où on utilise des molécules qu'on connaît déjà, des médicaments que l'on connaît déjà. L'idée, c'est que quand on progresse et qu'on comprend beaucoup mieux la façon dont le virus est structuré, la façon dont il fonctionne et la façon dont il interagit avec l'organisme, ça vous permet à ce moment-là d'avoir des stratégies complètement spécifiques au virus. Et ça aboutit à deux innovations qui sont d'une part, et qui sont extrêmement importantes et qui sont en cours actuellement, qui sont d'une part de trouver des cibles qui nous permettent d'élaborer de nouveaux médicaments, mais qui sont complètement spécifiques à ce virus. Donc ça, c'est des médicaments dits de deuxième génération, et on est déjà dans cette dynamique-là. Et bien sûr, le Graal, c'est de trouver un vaccin ou des vaccins qui soient assez spécifiques pour générer une réponse immunitaire qui soit complètement ciblée sur ce virus. Premier point. Deuxième point, qui génère une immunité qui soit durable dans le temps. Et on revient sur cette question de si je suis reconfronté au virus, est-ce que je peux éventuellement développer la maladie? C'est potentiellement ce qu'empêcherait un vaccin. Donc il y a des tas de vaccins en développement actuellement dans le monde, en particulier à l'Institut Pasteur, où il y a un vaccin dont les essais chez l'homme vont commencer à échéance de cet été. Merci beaucoup, Madame le Professeur, pour cette présentation très claire sur un sujet qui est redoutablement technique pour ceux qui ne
qui n'ont pas la formation médicale qui est la vôtre. Le défi de soins, on l'a vu. Le défi de la recherche, on vient de le voir. Les négatives, de l'ordre de moins 8%. On a souvent l'occasion de se demander qu'est-ce que ça veut dire, une croissance de 1% ou 1,5% ou 2% parfois, et on se réjouit quand la croissance est importante. Moins 8% de croissance en 2020, ça veut dire que la richesse nationale va se contracter, qu'elle va diminuer de l'ordre de près de 10%. C'est quelque chose de jamais vu qui va avoir un impact considérable. Les quelques chiffres que vous voyez sur l'écran sont éloquents. Au total, c'est près de moins 36% d'activité économique pendant la période de confinement, une diminution de l'activité dans l'industrie de l'ordre de 43%, une diminution de l'activité dans le domaine de la construction, dont on connaît l'importance pour la vie économique nationale, de l'ordre de 88%, et une quasi-cessation générale d'activité dans la restauration, dans les cafés, dans les hôtels pour la plus grande majorité d'entre eux. Ce choc économique, il est propre à la France, mais en réalité, il est propre à tous les pays qui sont confrontés à l'épidémie. C'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai aux États-Unis, et c'est vrai dans un très grand nombre de pays qui alors même que l'épidémie ne les frappe pas directement ou avec moins d'intensité, voient néanmoins l'impact de la fin de l'activité ou de la cessation d'activité dans d'autres pays se diffuser vers eux, n'ayant plus de marché, ils ne peuvent plus produire, et là aussi, les affaires s'arrêtent. L'objectif du gouvernement, dans cette période, c'est de sauvegarder ce qui peut l'être aujourd'hui, pour permettre de relancer demain ce qui doit l'être. L'idée, au fond, est assez simple, c'est la réalisation qui est difficile. Nous devons faire en sorte de ne pas perdre aujourd'hui tout notre tissu productif, de lui permettre de passer cette crise sanitaire, de passer cet obstacle pour pouvoir, demain, rebondir, repartir de l'avant. C'est exactement pour cela que nous avons mis en place un certain nombre d'instruments qui ont été adoptés par le Parlement à l'occasion de la première loi de finances rectificative et qui ont été complétés, qui sont en train d'être complétés par le Parlement à l'issue de la deuxième loi de finances rectificative. D'abord, un instrument qui n'avait... Se prémunir d'un virus qui peut être transmis, certes, par des particules, des gouttelettes, mais aussi énormément, et la plupart du temps d'ailleurs, par la transmission par les mains. Donc ça, les gestes barrières, c'est pour vous protéger, pour les protéger, pour nous protéger. C'est intangible et probablement qu'on apprend collectivement à faire face à des épidémies et des virus, et que ces gestes barrières, on sera amené probablement à en conserver en tout cas une partie d'entre eux dans d'autres périodes d'épidémie, notamment des épidémies grippales. Je crois que maintenant, tout le monde a pleinement pris conscience de l'importance de les appliquer dans notre pays. Il y a une autre mesure de protection qui fait, et c'est normal, beaucoup parler et qui pose beaucoup de questions. Qui pose beaucoup de questions dans la communauté scientifique. Vous trouvez des publications qui sont favorables, d'autres qui sont plutôt circonspectes. Vous avez des autorités sanitaires françaises, étrangères, qui sont amenées à prendre des positions. Je parlais bien sûr de la question des masques. Et au-delà de la question des masques soignants, de ce que nous avons appelé les masques grand public. Ces masques, ils ne remplaceront jamais les gestes barrières. Et porter un masque grand public et considérer qu'on peut donc toucher l'autre ou parler à moins d'un mètre ou éviter de tousser dans son coude serait une erreur, ce que nous disent les autorités, y compris d'ailleurs au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que le masque grand public peut participer à l'arsenal des mesures visant à nous protéger d'une épidémie ? Les autorités donc scientifiques sont en train d'évaluer les choses, certaines évoluent, d'autres pas encore, peut-être évolueront-elles. En attendant, et sans attendre surtout, l'État français, dès le début du mois de mars, a mobilisé, et une mobilisation formidable, les industriels du textile pour aller fabriquer des masques destinés au grand public. Ce ne sont donc pas les masques chirurgicaux ni les masques FFP2, mais ce sont tout de même des masques qui répondent à des normes. Ces normes, elles disent que, au-delà d'être évidemment respirables, ces masques permettent de filtrer des gouttelettes qui contiennent du virus, et pour éviter que les gouttelettes ne rentrent, et aussi éviter, si vous êtes malade, que les gouttelettes ne sortent. Et nous avons augmenté progressivement nos capacités de test. D'abord,
juste un mot pour que chacun comprenne. Il y a deux sortes de tests. Il y a le test viral, qui est le test qui permet de savoir, au moment où vous faites le test, si vous êtes porteur du virus, si vous êtes malade, avec ou sans symptômes. C'est ce qu'on appelle le test PCR. C'est une grosse logistique, une grosse plateforme, généralement hospitalière, mais également aussi maintenant en laboratoire de ville. Et vous l'avez sans doute suivi, même les laboratoires qui ne sont pas destinés aux humains, comme les laboratoires vétérinaires, les laboratoires de recherche, de gendarmerie. Tous ceux qui sont capables de faire ces tests sont pleinement mobilisés sur tout le territoire. Ce sont des décisions qui sont lourdes à prendre, et qui sont lourdes à vivre, et qui impactent évidemment la vie normale, quotidienne de nos concitoyens. Mais compte tenu de ce que nous avons dit auparavant, c'est pour ça que nous prenons le temps de l'expliquer, de l'absence de vaccin, de l'absence de traitement, du risque associé à une grande circulation du virus, nous considérons que cette méthode est la seule que nous soyons en mesure de mettre en œuvre de façon à garantir la limitation dans la circulation du virus. C'est autour de cette architecture à compter du 11 mai. Et c'est évidemment au cas par cas, parfois délicat à organiser. Dans les transports, nous sommes aujourd'hui à l'équivalent d'environ 10% du plan de transport. C'est-à-dire que les transports ont été réduits à 10% de ce qu'ils sont normalement. Après le 11 mai, que certaines catégories de la population, en fonction de l'âge, en fonction de fragilité liée à des maladies chroniques, resteraient confinées de manière obligatoire, quand une autre partie serait, elle, libre de circuler avec toutes les réserves et l'application des gestes barrières. Non, on peut avoir 70 ans ou 75 ans, être en pleine forme, ne pas avoir de fragilité particulière et ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on se verrait intimer l'ordre de rester chez soi. En revanche, nous allons tous être acteurs de ce déconfinement. Il nous reviendra à nous tous, de la même façon que nous avons souhaité être responsables au moment du confinement, d'être responsables au moment du déconfinement. De faire en sorte que les gestes barrières, les mesures particulières mises en œuvre pour limiter la circulation du virus soient respectées. Pour préparer le plan de déconfinement que je présenterai à la fin du mois d'avril, comme toutes les questions qui se posent, de pouvoir vérifier que les décisions qui seront prises par l'État dans tel ou tel domaine sont bien cohérentes et compatibles avec un certain nombre de problèmes qui se posent localement. Nous allons donc évidemment mobiliser l'ensemble de l'administration, c'est la moindre des choses, mais aussi mobiliser les collectivités territoriales, les partenaires sociaux qui ont, eux aussi, un rôle très important à jouer.